regarde, on ne sait jamais si... Bon, nous allons pouvoir démarrer. Donc, mes chers collègues, alors nous sommes aujourd'hui le 25 janvier et c'est la première fois cette année que nous fêtons, nous célébrons, je ne sais pas quoi, le 25 janvier, c'est la journée aujourd'hui contre le sexisme. Voilà, c'est important et ça tombe bien, ça tombe sur une journée de délégation aux droits des femmes, une journée qui sera chargée puisque beaucoup d'associations ont décidé de célébrer cette journée de lutte contre le sexisme. Et après le rapport que le HCE vient de sortir sur l'état du sexisme en France, dont on voit que ce n'est pas du tout un problème de génération comme on l'espérait en se disant que les jeunes générations seraient moins touchées que les plus anciennes, eh bien, ça n'est pas du tout le cas. Les jeunes ne sont pas moins sexistes que leurs aînés, bien au contraire. Et donc, il nous reste encore un gros travail à mener sur le sujet. Mais revenons donc à notre sujet qui a effectivement été salué ce matin sur France Inter. Je vois Laurence Rossignol qui arrive et qui nous l'a signalé, mais nous étions plusieurs derrière la radio à avoir entendu Anne Rosenchère citer les travaux du Sénat. Effectivement, le Sénat peut être tout à fait à la page, y compris en matière de féminisme. Donc, je reprends, mes chers collègues, nous poursuivons ce matin nos travaux sur les familles monoparentales. J'ai à mes côtés les deux rapporteurs de notre mission Flash, Colombe Brossel et Béatrice Gosselin. Et nous auditionnons ce matin le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Nous accueillons Hélène Périvier, présidente du Conseil de la famille du HCFEA. Et voilà. Et nous avions déjà eu l'occasion d'auditionner des représentants du HCFEA l'année dernière dans le cadre de nos travaux sur la parentalité dans les Outre-mer, menés en commun avec la délégation sénatoriale aux Outre-mer. Leur expertise nous avait éclairé sur les spécificités des structures familiales dans les Outre-mer et avait déjà à l'époque mis l'accent sur le sujet des familles monoparentales. En effet, si en France hexagonale, 25% des familles avec enfants sont des familles monoparentales, cette proportion atteint 50% aux Antilles et en Guyane. Il s'agit en outre d'une monoparentalité spécifique qui ne fait généralement pas suite à une séparation mais commence dès la naissance. 60% des naissances n'étant pas reconnues par le père contre seulement 10% en France hexagonale. Nous avons décidé de poursuivre cette année nos travaux autour des familles monoparentales dans une approche plus globale. Si les constats autour des problématiques rencontrées par les familles monoparentales sont désormais connus, nous nous intéressons aux solutions et aux préconisations pour mieux soutenir et accompagner ces familles. Un axe central est celui de la lutte contre la pauvreté, la précarité et le mal-logement. En effet, 41% des enfants de familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 16% des enfants dont les parents vivent en couple. Les prestations versées aux familles monoparentales vous semblent-elles à la hauteur du coût de l'enfant et du surcoût lié à la monoparentalité qui s'explique par l'absence d'économie d'échelle, notamment en matière de logement? Des évolutions du régime des allocations vous semblent-elles nécessaires? Le sujet de la déconjugalisation de l'allocation de soutien familial ASF a été évoqué à plusieurs reprises par de précédents intervenants. Qu'en pensez-vous? Nous nous intéressons également au sujet des pensions alimentaires. Leur montant moyen n'est que de 170 € par mois et elles ne sont pas toujours versées de manière régulière en dépit de la mise en place de l'agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires, la RIPA. Avez-vous des recommandations dans ce domaine et particulièrement dans le calcul de ces pensions, puisque certaines associations nous ont dit le coût d'un enfant 750 € par mois, une pension alimentaire d'une moyenne de 170 €, c'est-à-dire le quart seulement de ce que peut coûter un enfant, ce qui voudrait dire que les 3/4 reposent sur le parent qui garde l'enfant. Donc est-ce logique? Plus globalement, vous nous ferez part de vos préconisations pour mieux accompagner les familles monoparentales et pour faciliter leur accès à l'emploi, au logement, aux services publics, aux solutions de garde.
Soutenez-vous par exemple la création d'un statut spécifique, sous quelle forme juridique et avec quels avantages, le cas échéant? Je vous laisse sans plus tarder la parole, Madame Hélène Périvier. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup à toute la délégation de nous recevoir pour cette audition et ce sujet dont nous nous réjouissons qu'il soit à nouveau à l'agenda des politiques publiques. Il y a effectivement beaucoup à faire en la matière. Je voudrais juste ajouter que donc, je suis présidente du Conseil de la famille du HCFEA. Je suis aussi économiste à l'OFCE et c'est ces deux casquettes que je vais mobiliser pour répondre au mieux à vos questions, puisque c'est un sujet qui est largement investi par les sciences sociales depuis longtemps. Et donc, il me semble assez important aussi de faire appel à ces travaux pour mieux comprendre à la fois la situation socio-économique des mères isolées, parce que le plus souvent, on va revenir dessus, ce sont des femmes qui ont la charge, la garde principale des enfants. Et donc, il y a des enjeux très importants en matière d'égalité des sexes, évidemment, en matière d'égalité sociale, en matière d'égalité des enfants face à leurs conditions de vie. Donc, c'est un enjeu qui est au croisement de multiples questionnements que nous devons avoir dans une société comme la France, qui ne peut pas se contenter de voir des familles dans des situations de grande précarité. Alors, je vais commencer un peu par prendre un peu de façon logique les questions telles que vous me les avez posées. Je serai plus ou moins précise selon ces questions. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui seront plus à même à répondre à certaines d'entre elles. Donc, je vais me concentrer sur les questions sur lesquelles je pense pouvoir vous apporter des éclairages qui guideront vos travaux. Sur la question du coût de l'enfant, je voudrais juste... la première question que vous soulevez est une question très importante parce que la question du coût de l'enfant n'est pas une question simple. Mesurer le coût de l'enfant, c'est pas du tout quelque chose de trivial. On peut juste se contenter de regarder les dépenses qui sont nécessaires pour élever un enfant, les dépenses matérielles. Ça, c'est évidemment le périmètre le plus strict, mais évidemment, derrière le coût de l'enfant, il y a aussi, par exemple, le renoncement à une carrière, la prise d'un temps partiel, le plus souvent, encore une fois, des mères, qui implique un coût important, et je reviendrai dessus. Donc cette question du coût de l'enfant, elle doit être prise dans son entièreté, parce qu'elle crée aussi des situations de grande précarité pour certaines familles. Alors, de ce point de vue-là, ce que nous savons d'abord, c'est que au moment de la séparation des couples, il y a une baisse de niveau de vie pour les deux nouveaux foyers, à la fois le parent dit gardien, c'est-à-dire le parent qui va avoir la garde principale de l'enfant, et le parent dit non gardien, c'est-à-dire celui qui n'aura pas la garde principale de l'enfant et qui du coup sera amené à verser ce qu'on appelle une C3E, c'est-à-dire une pension alimentaire, au titre de ses devoirs de contribuer à l'éducation de ses enfants. Donc cette perte de niveau de vie, elle est temporaire et assez faible pour le parent non gardien, qui sont le plus souvent les hommes. Elle est par contre très importante. Il y a un travail de l'INSEE qui a été fait par Garbinti, Solaz et Bonnet qui montre que c'est à peu près 19% de perte de niveau de vie des mères au moment de la séparation. C'est en tenant compte à la fois des transferts publics et des transferts privés. C'est donc une fois que les pensions alimentaires ont été versées lorsqu'elles le sont, et une fois que le système social et fiscal est venu compenser un certain nombre de points pour soutenir ces familles. Donc une perte de niveau de vie substantielle qui affecte évidemment les mères et leurs enfants, qui est due en partie, et je le disais tout à l'heure, à le retrait partiel ou total d'activité ou la moindre carrière qu'ont pu avoir les femmes lorsqu'elles ont des enfants. Je ne développe pas ce point, c'est extrêmement bien documenté, notamment chez les économistes. On a maintenant ce terme qui s'appelle le child penalty, qui est bien identifié, c'est-à-dire la pénalité au sens économique, qui est lié à l'arrivée d'un enfant qui est très fort pour les femmes et qui se constate dans tous les pays, pas seulement en France, alors que les revenus économiques des hommes restent stables après la naissance d'un enfant. Donc on voit qu'il y a derrière cette séparation des enjeux en termes de niveau de vie très importants. Je voudrais creuser maintenant la notion de niveau de vie parce que c'est une question que vous soulevez qui est très importante. Le niveau de vie, c'est une métrique qui nous permet de comparer les conditions de vie de ménages de taille différente, parce qu'il ne suffit pas de prendre en compte le revenu, bien évidemment, il faut prendre en compte la taille du ménage. Bien évidemment, une personne qui vit seule avec 1 000 € par mois n'a pas le même niveau de vie qu'une mère isolée qui vit avec 1 000 € par mois et son enfant. Alors, comment maintenant pouvoir comparer le niveau de vie de ces deux ménages? Pour cela, on utilise une métrique qui s'appelle les échelles d'équivalence. On va donc attribuer une unité pour le premier adulte,
Et puis 0,5 pour le second adulte et 0,3 pour des enfants de moins de 14 ans. Dans le cas que je donnais, ce qui implique que pour avoir le même niveau de vie, une mère isolée avec un enfant de moins de 14 ans doit disposer d'un revenu de 1 300 € mensuels par rapport à la personne seule. Cette métrique est évidemment très importante. Elle nous permet de mesurer les inégalités, les taux de pauvreté. Donc c'est quelque chose qui est très ancré à la fois dans les diagnostics que nous pouvons porter sur nos sociétés, mais aussi sur les politiques publiques que nous sommes amenés à proposer pour répondre à ces défis. Or, cette échelle d'équivalence, et c'est aujourd'hui maintenant bien documenté, sous-estime ou surestime le niveau de vie des mères isolées, donc sous-estime leur précarité et leur pauvreté. Pourquoi ? Parce que on va considérer que les économies d'échelle sont surestimées pour une mère qui vit avec son enfant, en particulier s'agissant du logement que vous mentionnez dans vos questions. Il est bien évident que si vous comparez un couple et une mère avec son enfant, le couple n'a besoin que d'une chambre, une mère avec son enfant, a priori, aurait besoin de 2. Et donc, on ne peut pas considérer que les économies d'échelle sont de même ampleur. Donc, nos échelles d'équivalence, je ne rentre pas dans les détails. Si vous êtes intéressé, il y a 2 travaux récents. Donc, un travail que j'ai mené avec Henri Martin et puis un travail très récent et très intéressant de l'adresse publié en 2023 que je vous invite à consulter, qui montre bien les écueils que nous avons avec cet outil qu'il convient de repenser pour mieux prendre en compte les échelles d'équivalence. Alors, une fois que j'ai dit ça... C'est juste pour vous dire que nous les avons auditionnés, effectivement. Ben voilà, parfait. Donc, une fois qu'on a dit ça, le taux de pauvreté des mères des parents isolés est bien plus important que toutes les autres configurations familiales, puisqu'il est de l'ordre de 35%, et je le rappelle, il est sous-estimé. Donc, on voit bien que là, l'enjeu est extrêmement important en matière de politique publique. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'il y a 2 façons de soutenir le niveau de vie des foyers monoparentaux. D'une part, je l'ai dit, des transferts privés, d'autre part, des transferts publics. Les transferts privés, on va en parler, c'est essentiellement ces 3 E, c'est-à-dire la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, qu'on appelle communément la pension alimentaire, qui doit être versée par le parent non gardien au parent gardien. Et puis, il y a, du fait de ces difficultés tout à fait spécifiques que rencontrent ces familles, un certain nombre de politiques publiques qui viennent soutenir le niveau de vie des familles par plusieurs biais. Je voudrais, avant de rentrer sur la question de la pension alimentaire, peut-être mettre un peu l'accent sur les politiques publiques. Pour vous dire quand même que le système socio-fiscal prend bien en compte, enfin insuffisamment certes, mais il y a quand même un certain nombre de dispositifs assez nombreux qui tiennent compte de cette situation spécifique de monoparentalité. Pas si spécifique que ça d'ailleurs, comme vous l'avez dit, ça représente presque un quart des familles avec enfants, donc on est sur quand même une configuration qui est extrêmement importante, une configuration familiale qui est extrêmement importante. Néanmoins, c'est vrai que notre système socio-fiscal a été pensé dans son origine. Donc, si on prend l'origine, c'est-à-dire la sortie de la Seconde Guerre mondiale, pour être un système dans lequel les configurations familiales sont des personnes qui se marient, qui restent mariées, qui ne divorcent pas, qui ont des enfants. Or, aujourd'hui, on le sait, il y a une multiplicité de formes de famille. Le Conseil de la famille avait d'ailleurs fait un panorama de ces différentes configurations familiales. Les personnes ne se marient pas nécessairement. Lorsqu'elles se marient, elles peuvent se séparer. On peut avoir des enfants hors mariage dans le mariage. Il y a des recompositions familiales. Donc, il y a en fait un parcours de vie qui est assez complexe. Et même si le système socio-fiscal s'est en partie adapté, il reste encore aujourd'hui face à ce défi qui est de répondre à ces multiplicités de besoins qui sont par ailleurs pas stables. J'attire votre attention sur le fait qu'on n'est pas forcément mère isolée toute sa vie, même si la remise en couple est beaucoup plus difficile pour les femmes qu'elle ne l'est pour les hommes qui n'ont pas la charge principale de leur enfant. Donc là, il y a vraiment un défi de coller au mieux à la réalité au niveau de vie des gens et en même temps, d'avoir des politiques publiques qui soient compréhensibles et manipulables, ce qui est un défi loin d'être facile à relever. Donc, dans ces dispositifs, je viens aujourd'hui, si on regarde la façon dont la situation spécifique des familles monoparentales est prise en compte, elle est prise par des dispositions fiscales, par exemple la demi-part accordée pour isolement, par des prestations dédiées, on reviendra dessus, l'allocation de soutien familial, par des majorations de plafond, parce que ça, je ne rentrerai pas trop dans ce détail-là, mais bien évidemment, les prestations sous conditions de ressources utilisent des plafonds pour mesurer l'éligibilité des personnes.
et ces plafonds peuvent être majorés dans certaines situations. C'est le cas de la prime de naissance, de l'allocation de base de la PAJE, du CMG, du RSA, de la prime d'activité. Enfin, il y a tout un ensemble de dispositifs dans lesquels les plafonds sont majorés quand il y a isolement. Les montants aussi peuvent l'être également. Hein. C'est le cas du RSA, de la prime d'activité, du CMG. Et puis, par exemple, s'agissant de l'allocation de congé parental prépare, il y a une majoration de durée. Donc, voilà, vous voyez qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui essayent de prendre en compte cette situation spécifique. Malgré ces transferts publics qui soutiennent, et je tiens quand même à le dire, qui soutiennent quand même beaucoup la situation socio-économique des familles monoparentales, il y a quand même cette baisse de niveau de vie que j'ai mentionnée tout à l'heure qui reste importante. Donc comment faire pour essayer de soutenir davantage les familles monoparentales? Alors peut-être que j'oublierai des éléments, hein, mais on reviendra dans la discussion. Ce dispositif, je vais peut-être faire un focus sur l'allocation de soutien familial d'abord, et puis ensuite on reviendra sur la façon dont ça s'articule avec la pension alimentaire. Mais vous le voyez dans le panorama que j'ai dressé, c'est une petite partie de l'ensemble des questions qui se posent pour soutenir les familles monoparentales. Alors, peut-être juste un point, et je ne développerai pas, mais peut-être que vous allez les auditionner. Il y a quand même beaucoup de travaux en sociologie et en droit sur le traitement judiciaire des séparations conjugales. Je pense notamment aux travaux d'Émilie Bilan-Curinier, Sybille Golac, Hélène Steinmetz, notamment, qui ont publié très récemment un ouvrage collectif qui utilise des données de jugement. C'est une source très importante parce qu'on n'a pas forcément toutes les ressources statistiques qui nous permettent de vous donner une vision parfaitement claire des différentes situations de séparation, que ce soit en termes de recours aux prestations ou en termes de montant de ces 3E. Enfin, tout ça est assez complexe. Donc, je ne vais pas rentrer sur ces questions-là, mais je vous invite à regarder ces travaux-là, que je pourrais vous donner les références exactes, qui peuvent vous être extrêmement utiles sur le sujet que vous traitez. Donc, s'agissant de l'allocation de soutien familial, derrière cette prestation, en fait, il y a 3 prestations différentes. C'est important de le garder en tête parce que peut-être qu'il faudrait distinguer ces trois dispositifs qui n'ont pas le même objectif. L'allocation de soutien familial, elle peut être dite non recouvrable lorsqu'elle est donnée, et c'est d'ailleurs le poids le plus important dans cette allocation, c'est le cas le plus important, lorsque soit il n'y a pas de parent dans le cas d'enfants orphelins, soit lorsque l'enfant n'a qu'un seul parent qui l'a reconnu. Vous citiez ce cas-là dans votre propos introductif, soit lorsque l'un des parents est jugé hors d'état pour prendre en charge une partie de l'entretien de son enfant. Dans ces cas-là, on verse l'ASF à ce titre-là. Elle est dite non recouvrable parce qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de parents qui pourra in fine prendre cette charge. Et il s'agit donc de soutenir, lorsqu'il est là, le parent qui existe pour pouvoir l'aider à assumer l'éducation de son enfant dans de bonnes conditions. Le deuxième dispositif, c'est ce qu'on appelle l'ASF complémentaire. L'ASF complémentaire, elle vise à compléter les pensions alimentaires qui sont fixées par le juge et qui sont jugées insuffisantes, ou qui sont insuffisantes parce que parfois c'est dû au fait que les ressources du parent non gardien ne sont pas suffisantes pour pouvoir lui demander une pension alimentaire à la hauteur des besoins de l'enfant. C'est plus compliqué que ça. Encore une fois, je ne développe pas, mais mes collègues juristes et sociologues ont fait un travail extrêmement fin pour voir comment les juges fixent ça et le caractère potentiellement inégalitaire du point de vue femmes-hommes. Mais je ne développe pas ce point parce que ce serait trop long et puis ce n'est pas mes travaux, mais je vous dis qu'il y a aussi des choses à regarder de ce côté-là. Donc cette ASF complémentaire, elle vise à compléter. Donc si le juge estime fixe la pension à 100 € par mois par enfant, l'ASF est aujourd'hui de 187 €. Elle a été substantiellement augmentée en octobre 2022. Eh bien, l'ASF sera versée pour un montant de 87 €. Donc c'est un élément très important parce que c'est un élément qui vient compléter pour les familles les plus précaires la pension minimale. Ça fixe en fait une pension minimale par enfant par mois.
Et là, le problème qui se pose est vraiment le taux de non-recours, sur lequel on n'a pas, je ne pourrais pas vous dire un chiffre exact de ce non-recours. Il y a des évaluations. Je pense notamment aux travaux de Muriel Pucci et de Bertrand Fragonard, qui ont fait un rapport très important, que peut-être vous l'avez vu, mais qu'il faut absolument consulter, parce qu'il est extrêmement riche et exhaustif sur toutes les questions que vous vous posez ici. Et donc, voilà, ce taux de non-recours est très probablement important. Et ça, c'est vraiment une question clé, parce que vous voyez bien qu'on n'élève pas un enfant avec 100 € par mois, et encore moins avec 50 € par mois. Donc, à minima, s'assurer que les familles qui sont éligibles recourent à cette ASF complémentaire, c'est un point qui est vraiment important à garder en tête. Et puis enfin, il reste l'ASF dite recouvrable, qui est versée lorsque le parent non gardien ne verse pas sa pension, la pension qu'il doit verser, qui a été fixée par le juge. Cette pension, elle vient compenser ce non-versement, en attendant que cette pension soit recouvrée par les services de la CAF. Et donc là, dans ce cas, disons que la solidarité nationale se substitue aux parents non gardiens, le temps de recouvrer, mais bien évidemment, la logique veut que ce parent non gardien finisse par payer ce qu'il doit au titre de l'éducation de son enfant, qui est inscrit dans le droit, et donc elle est donc recouvrable de ce point de vue. Voilà, alors quels sont les problèmes posés? Je voudrais pas prendre trop de temps et vous laisser la possibilité peut-être de poser des questions, en espérant pouvoir y répondre. Le montant de pension alimentaire fixé, c'est pareil, encore une fois, je vous dis, on n'a pas forcément de remontée d'informations très homogène sur ces questions-là. Il semblerait que la C3E moyenne tourne autour de 170 €. Donc voilà, c'est cet ordre de grandeur. Il y a évidemment une grande variance autour de cette moyenne, puisque les parents, lorsque le parent non gardien a plus de moyens, elle peut être plus importante, y compris que ce que pourrait fixer le barème, et elle peut être beaucoup plus faible lorsque le parent non gardien a des moyens faibles. Ce qu'il faut aussi bien garder en tête, c'est que cette prise en compte des ressources du parent non gardien va, dans la fixation de la pension alimentaire, évidemment importante, mais en fait, ça n'empêche pas que le parent gardien aura quand même les frais. Et en l'occurrence, ces mères isolées, elles ont quand même ce coût à assumer. Et donc, c'est elles qui vont avoir la charge d'assumer ce coût. C'est aussi elles qui font toutes les démarches administratives auprès des services de la CAF pour pouvoir percevoir ces prestations. C'est tout un travail qui est extrêmement difficile aussi pour ces personnes. On sait que ce n'est pas des moments de vie qui sont faciles. Et donc, c'est essentiellement sur les femmes que va peser ce travail-là. Donc, ça peut expliquer aussi des postures de non-recours. Il faut aussi engager des démarches auprès de son conjoint lorsqu'il ne verse pas la pension. Ces démarches, elles sont difficiles. Donc, voilà, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Encore une fois, il y a beaucoup de travaux du côté de la sociologie du droit qui pourraient vous intéresser pour documenter cette question-là. Alors, je vais juste aller vite sur la question un peu technique, extrêmement technique, des problèmes que pose le recouvrement des pensions alimentaires et du traitement dans le système socio-fiscal, d'une part de l'ASF, d'autre part de la C3E, qui est peut-être le point qui vous intéressait. Il y a plusieurs travaux qui ont pointé des dysfonctionnements. Alors, des travaux issus du Conseil de la famille, il y a eu un gros rapport sur ces questions-là en 2020, des travaux que j'ai menés avec Muriel Pucci à l'OFCE, et des travaux ensuite complémentaires extrêmement riches que j'ai déjà mentionnés, qui ont été réalisés par Bertrand Fragonard et Muriel Pucci, de façon très exhaustive, qui abordent toutes les questions à la fois de plafond, de montant, d'articulation des différents dispositifs, etc. Alors, juste pour être un peu simple, le problème qui se pose, c'est que l'allocation de soutien familial n'est pas traitée dans les bases ressources des prestations sociales de la même façon que la pension alimentaire. En particulier, du coup, la pension alimentaire rentre dans les bases ressources, par exemple pour le calcul de la prime d'activité et du RSA, dans les deux foyers. J'attire votre attention parce que c'est un point assez important, ce qui veut dire que, alors, le parent non gardien, lorsqu'il est éligible au RSA, est souvent jugé hors d'état, donc ne paye pas de pension. Donc de ce côté-là, ça ne joue pas. Par contre, il peut très bien avoir droit à la prime d'activité. Or, on va considérer que la pension qu'il verse, elle est toujours dans ses ressources pour le calcul de la prime d'activité. De la même façon, la mère gardienne qui perçoit cette CE va devoir la déclarer dans ses bases ressources. Autrement dit, on compte deux fois ce revenu dans les bases ressources des prestations sociales, en tout cas RSA et prime d'activité.
respecter. Dans le système fiscal, c'est au moins plus, cohérent, puisque le parent non gardien, le plus souvent le père, va déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu'il verse à son ex-conjointe. Madame va devoir la déclarer dans son revenu, mais bénéficiera de la demi-part supplémentaire pour isolement dont je parlais tout à l'heure. Le système n'est probablement pas parfait. Il y a beaucoup de questionnements autour de ce système-là, mais à minima, on ne compte pas deux fois. Donc vous voyez, il y a quand même un peu un double standard entre la façon dont on traite cette question-là pour les ménages qui sont les plus précaires et ceux plutôt imposables qui vont être plutôt plus aisés. Donc là, il y a certainement une réflexion à avoir sur la façon dont on traite cette pension alimentaire dans à la fois le système fiscal d'une part et le système social. Donc ça, c'est un premier élément à garder en tête. Ensuite, je vous parlais pour le parent gardien, il peut y avoir dans certaines situations que nous avons identifiées, donc encore une fois, les travaux de Muriel Pucci sont extrêmement importants de ce point de vue-là. Il peut y avoir des situations dans lesquelles, lorsque le parent gardien recouvre sa pension, ça peut conduire à une baisse de son revenu disponible parce que pour 1 euro de pension reçue, elle perd plus d'1 euro en prestations sociales, que ce soit allocation logement, prime d'activité lorsqu'elle y est éligible, etc., etc. Donc vous avez en fait ce qu'on appelle un taux marginal effectif d'imposition qui est très élevé. Dans certains cas, ça ne veut pas dire que c'est vrai tout le temps, mais vous voyez, ça c'est quand même un dysfonctionnement. Ce à quoi on s'attend, c'est à ce que lorsque la pension est recouvrée, il y ait un maintien du niveau de vie lorsque la pension est fixée au niveau de l'ASF et une augmentation lorsqu'elle y est supérieure. Or, c'est pas systématique, et ça, c'est quand même un problème qui mériterait d'être creusé. C'est d'autant plus important qu'on est dans une situation où, à juste titre, on cherche à recouvrer davantage les pensions alimentaires, ce qui est évidemment louable, et c'est ce qui doit être fait. C'est aux parents, le parent non gardien doit absolument contribuer à l'éducation de ses enfants. Mais néanmoins, lorsque ça conduit à des situations où le revenu disponible du parent gardien diminue, évidemment là, ça pose problème. Donc, cette dynamique du meilleur recouvrement des pensions doit impérativement s'accompagner d'un, toilettage ou d'une refonte, selon les ambitions, du système socio-fiscal, de sorte à corriger à minima ces éléments et, si possible, à les améliorer. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Je pense que cet exercice, nous, ce qui a été fait, c'est vraiment de pointer ces dysfonctionnements par cas type. Encore une fois, Muriel Pucci a fait un travail très important avec une maquette du système socio-fiscal qui permet de faire des cas types précis, qui permet d'identifier les situations dans lesquelles il y a des dysfonctionnements. C'est donc un point très important. Maintenant, il y a un exercice de micro-simulation qui doit être fait pour simuler plusieurs types de réformes. J'attire votre attention sur le fait que notre système socio-fiscal est très complexe. Il y a une imbrication à la fois multiple dans les bases ressources, et donc il faut aussi juste faire attention à ne pas tout déstabiliser. Donc clairement, il y a des pistes très importantes à creuser. Il faut certainement plus d'études, et le Conseil de la famille l'avait souligné dans son rapport comme une proposition, plus d'études d'impact pour voir quelle pourrait être la réforme la plus structurante. Mais à minima, il y a quand même des ajustements qui peuvent être faits, qui ont été proposés d'ailleurs par le Conseil de la famille ou par Muriel Pucci et moi dans le document que nous avions publié à l'OFCE. Par exemple, on pourrait imaginer un abattement de l'ASF, un abattement dans les bases ressources. Lorsque l'on prend en compte la pension alimentaire, un abattement du montant de l'ASF, par exemple, c'est à minima, à court terme, c'est des choses qui permettent de limiter les effets un peu complexes dont je parlais, mais la solution serait quand même de toiletter, de renettoyer, enfin de reprendre un peu à plat ces prestations sociales et familiales et le système fiscal, de sorte à voir un peu tous les écueils et avoir une vision un peu globale. C'est un gros travail, mais je pense qu'on peut pas se passer de ce travail-là si on veut vraiment avoir un système qui permet de prendre en compte à la fois, comme je le disais, la multiplicité des situations et leur complexité, et en même temps soutenir au mieux les familles, et en particulier les familles qui sont dans les situations les plus précaires, ce qui me semble être l'urgence aujourd'hui. Un dernier mot peut-être sur l'accès au logement, puisque vous le mentionnez. Je voudrais juste vous mentionner un travail très intéressant qu'ont fait des collègues de l'OFCE sur l'accès au logement social, qui est issu d'un rapport
rapport qu'ils ont réalisé pour le Défenseur des droits et dans lequel ils montrent, donc, encore une fois, la situation est très complexe. Dans l'attribution des logements sociaux, même si les familles monoparentales sont plutôt prioritaires, donc elles ont plutôt, toutes choses égales par ailleurs, plutôt un avantage, entre guillemets, dans l'accès au logement social, comme elles sont très nombreuses parmi les ménages précaires, évidemment, cet avantage est assez faible. Donc là aussi, la question du logement, ou alors je vais reformuler différemment, la question des conditions de vie et de la situation socio-économique des familles monoparentales, elle s'inscrit dans de multiples chantiers et évidemment la question de l'accès au logement en est un. Je terminerai par le marché du travail, mais juste un mot. Encore une fois, nous avions fait un rapport en 2020 à l'OFCE sur la situation socio-économique des parents isolés, dans lequel on avait montré qu'il y avait une fragilité, une précarité plus importante vis-à-vis du chômage des mères isolées en particulier. Donc dans les départements dans lesquels le chômage est très élevé, la participation au marché du travail des mères isolées est plutôt plus faible, toutes choses égales par ailleurs, en comparaison des mères en couple, ce qui veut dire que lorsque le marché du travail est extrêmement dégradé, elles sont probablement il y a ce qu'on appelle un chômage découragé, c'est-à-dire qu'elles ne cherchent plus de travail parce que soit les emplois qui sont proposés ne sont pas compatibles avec une situation telle qu'être parent isolé en matière d'horaire, en matière de temps de trajet, en matière d'organisation de la vie, soit parce qu'il y a tout simplement beaucoup moins d'emplois qui leur sont proposés. Donc c'est aussi des choses à creuser parce que bien évidemment derrière cette situation socio-économique des mères isolées, il y a la question de l'accès à l'emploi et évidemment pour elles c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres parents. Voilà, je pense que j'ai balayé un petit peu large, je m'en excuse, j'espère avoir répondu à beaucoup de vos questions, mais je vous laisse me demander des compléments si vous le souhaitez. Écoutez, merci beaucoup. Je vais donc laisser la parole maintenant à nos deux rapporteurs. Colombe Brossel. Merci beaucoup. Alors en effet, vous avez répondu à beaucoup des questions qu'on se posait, notamment sur le système socio-fiscal et les curseurs qui peuvent avoir un impact lourd. J'ai du coup deux questions. La première, j'ai bien compris qu'il fallait qu'on lise l'étude de Madame Pucci et Monsieur Génotet, Fragonard, voilà. Néanmoins, les cas types, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quels sont les cas types de familles monoparentales qui sont les plus impactés par ce système qui n'est pas totalement ni clair ni égalitaire. Première question. Et la deuxième, vous avez pointé dans vos propos, et vraiment je vous en remercie, le caractère difficile parfois pour un certain nombre de familles monoparentales, de parents non gardiens, de rentrer dans des process sur le paiement de la pension alimentaire, disant que de fait il y avait un taux de non-recours important. Alors on va interroger évidemment les autres intervenants aujourd'hui, mais de là où vous êtes, et notamment le Haut Conseil et l'OFCE, est-ce qu'un système de recouvrement des pensions alimentaires qui ne passerait pas par la caisse d'allocation familiale, mais qui serait automatisé en passant par l'administration fiscale, est-ce que c'est quelque chose qui, au-delà de l'exemple canadien, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait avoir un impact positif sur ce taux de recouvrement ? Alors, je suis en train de regarder les cas types parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, j'ai sous les yeux l'effet de un graphique dans lequel on montre l'effet de la prise en compte de la pension alimentaire dans le calcul des transferts sociaux avec le cas, par exemple, d'un parent gardien qui a 2 enfants. Parce que vous voyez, c'est compliqué. C'est combien d'enfants ? C'est l'âge des enfants. Parce qu'on ne perçoit pas les mêmes prestations selon l'âge des enfants. Donc là, nous avions pris le cas d'un parent gardien avec 2 enfants âgés de 6 et 8 ans qui percevait le montant moyen de la C3E. Alors là, on avait pris 190 € par enfant par mois. Et donc, le total des prestations perçues en fonction du revenu de cette personne. Alors, attendez, j'essaye de... voilà, des revenus du travail en pourcentage d'un salaire du SMIC à temps plein.
Et donc, évidemment, quand vous prenez au-delà de 2 SMIC à temps plein, vous êtes dans les zones où il y a des prestations familiales qui sont perçues, mais évidemment, une imposition, progressivement, à mesure que les revenus augmentent, la personne devient imposable. Et dans le début, dans le tout début de la distribution des revenus, ce qu'on montrait, c'était que il y avait un taux, comme je disais, un taux marginal effectif d'imposition, c'est-à-dire pour 1 euro perçu, combien on déduit. Donc pour quelqu'un qui n'avait pas de ressources, c'était à peu près équivalent, mais pour quelqu'un qui avait 50% du revenu, d'un SMIC, qui touchait 50% d'un SMIC, ça faisait un taux marginal d'imposition de 119%. Donc ça, c'était sur les cas types qu'on avait fait. Pour 1 euro perçu, on perd 19 centimes de prestations, et ça allait pour un SMIC à 130%. Donc voilà, c'est évidemment tout ça, et il faut regarder, vous voyez, tout ça, tout se cache dans ces détails-là. C'est pour ça que c'est toujours compliqué de donner un cas type et un chiffre, parce que en fait les situations sont multiples, mais simplement c'est assez clairement identifié. Disons que cet effet taux marginaux effectifs d'imposition élevés sur ces tranches de revenus-là, pour ce type de configuration, sont anormaux en fait. Voilà. Donc voilà. Après, encore une fois, je sais que il y a beaucoup de travaux, donc il faut regarder un peu en détail pour voir quels sont les cas qui sont les plus saillants. Alors, je voulais aussi vous dire que sur l'avantage de la méthode de cas type, c'est qu'elle permet d'identifier très clairement ce qui se passe dans une situation extrêmement précise. En revanche, elle ne vous donne pas la représentativité de la personne. Voilà. Donc, c'est pour ça que la microsimulation est un outil qui est indispensable dans l'exercice qu'il faudrait engager pour vraiment proposer une réforme précise, parce que les modèles de microsimulation permettent de voir à la fois les effets redistributifs qu'on n'anticipe pas nécessairement avec des cas types, la masse des personnes qui vont être concernées par les réformes qu'on propose, le coût aussi, qui peut être aussi un point important. Donc voilà, il faut vraiment avoir ces deux outils pour bien manipuler notre système socio-fiscal et sa complexité. Sur votre deuxième question, honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Je pourrais vous dire un avis, mais je pense qu'il faut vraiment consulter des personnes qui ont. Il y a dans ce que vous dites des dimensions relatives au droit et relatives à la sociologie des familles monoparentales, dans leur capacité à accéder à des services différents. Donc, c'est sûr que l'automaticité, forcément, c'est un élément qui va favoriser le recours, ne serait-ce que le recours aux prestations publiques et donc soutenir les familles monoparentales. Il est clair qu'avoir à faire des démarches est quelque chose qui est un frein. Donc ce que je comprends de la sociologie des travaux en sociologie sur cette question, c'est qu'il y a clairement des difficultés à un moment où on se sépare, d'avoir à aller faire des démarches administratives. L'argent est aussi quelque chose qui est extrêmement sensible dans ces moments-là et qui prend une dimension très affective des deux côtés. Donc là, les travaux de Sybille Golac et Céline Bessières sont très éclairants de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est sûr qu'on a plutôt envie de tourner la page et pas forcément envie de rentrer dans des démarches difficiles. Et encore une fois, ce sont plus souvent les femmes qui vont avoir à faire ces démarches, en plus de la garde principale des enfants, qui seule, forcément, implique un investissement en temps plus important. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont à prendre en compte. Mais c'est sûr que garantir le recours aux prestations publiques et garantir le paiement des pensions dues par le parent non gardien sont des éléments absolument incontournables de la question que vous posez. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Alors je reviens à votre dernière phrase, garantir le paiement des prestations dues. Est-ce qu'un prélèvement à la source pourrait être une solution pour éviter justement cette démarche nécessairement à faire pour le parent gardien? Parfois, vous le disiez, c'est très compliqué, c'est souvent subi affectivement parce que c'est des contraintes et c'est parfois compliqué et c'est source de conflit. Donc est-ce qu'ici, en passant par un prélèvement à la source, on aurait quelque chose de beaucoup plus carré
carré, beaucoup plus légal, entre guillemets. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, il était la question de Dominique concernant le statut d'un parent isolé, enfin d'une famille dont le parent est isolé pour l'éducation des enfants. Est-ce que vous croyez que ça pourrait changer quelque chose? Alors, c'est peut-être pas trop dans votre domaine de compétences, mais je ne sais pas. Voilà, c'était une question. Sur la question du statut, alors vous avez raison, c'est pas tout à fait dans mon domaine de compétences. Non, je pense que dans ce qu'on avait identifié, ce qui est bien montré à la fois dans les travaux du Haut Conseil de la famille et puis dans les différents travaux qui existent, c'est notamment, je ne l'ai pas mentionné là, mais c'est un point important, il y a eu dans la prise en compte, par exemple, dans les bases ressources de la C3E, ça pose aussi des problèmes au niveau du soutien, au niveau des collectivités locales. Je pense notamment à la tarification sociale de la cantine, du périscolaire, qui sont des éléments qu'on ne peut pas quantifier, mais qui sont très importants. On les mentionne, mais on ne peut pas, évidemment. Donc là, tout ce dont j'ai parlé, c'était hors ça. Et évidemment, dans le quotidien des parents, ce sont des éléments très importants à prendre en compte. Moi, ce que je vois dans l'avantage d'un statut, ce serait ça. Ce serait un accès direct à certaines prestations, notamment les aides locales. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des questions juridiques qui se posent que je ne vois pas, donc que je ne perçois pas. Mais c'est vrai que ça, c'est un point dans le quotidien des mères isolées, c'est un point très important à prendre en compte et sur lequel on n'a pas du tout de vision claire. Encore une fois, on ne dispose pas de statistiques homogènes et de remontées d'informations qui permettraient de voir les différences à la fois territoriales de ces modes de tarification qui sont évidemment très importants. Et votre première question, Ah oui. Oui, alors ça, c'est des dispositifs. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un peu ce qui est fait dans le système du Québec, qui est très souvent mis en avant. C'est que plutôt que de demander aux parents non gardiens de payer, eh bien, on lui prend directement ce qu'il doit. Donc, évidemment, aller vers un système comme ça, c'est quelque chose qui potentiellement réduit d'abord tous les coûts administratifs liés au recouvrement des pensions. Donc, ça, c'est évidemment non négligeable. Il me semble que vous allez auditionner le directeur de la CNAF, donc vous pourrez voir avec lui. Voilà, c'est ce que j'ai vu dans votre agenda. Donc je pense qu'il pourra vous expliquer l'engagement de cette institution pour recouvrer ses pensions qui est extrêmement important. Et donc évidemment, c'est tout autant de choses, de ressources qu'on pourrait utiliser pour, par exemple, encourager le recours aux prestations. Encore une fois, par exemple, l'ASF complémentaire qui très clairement mériterait d'être beaucoup plus... même si je sais que les CAF ont cette mission aussi d'aller chercher les personnes qui sont éligibles mais qui ne réclament pas leurs droits. Mais ça, c'est un point effectivement très important. Y a-t-il des questions parmi nos collègues? Oui, Laurence Rossignol. Merci. Juste une précision pour être sûr que j'ai bien compris ce que nous disait Hélène Périvier il y a un instant. Dans la question de la base ressources, en fait, moi j'avais bien en tête les questions fiscales, mais je n'avais pas en tête cette affaire-là. Et donc ce que vous nous dites, c'est que l'ASF n'est pas prise en compte dans la base ressources alors que la pension alimentaire l'est, c'est ça? Alors, pas dans les mêmes proportions, en fait. C'est encore plus compliqué que ça parce que... Alors, parce qu'il y a eu dans 2013 où il y a eu des augmentations qui, du coup, pour pouvoir garantir qu'elles bénéficient à tout le monde, il y a un certain nombre d'abattements qui ont pu être faits, mais pas sur l'ensemble, donc je m'exprime assez mal. Du coup, en fait, elle est moins prise en compte que la C3E qui, elle, est intégralement dans les bases ressources. D'accord. Donc, de fait, voilà. Je pense aussi qu'un élément qui est ce que j'ai essayé de mentionner, c'est le double comptage de la pension pour les ménages les plus précaires me semble aussi quelque chose, pour le coup, qui mériterait l'attention de votre travail, parce que alors qu'encore une fois, dans le système fiscal, on a au moins quelque chose qui ne compte pas deux fois une ressource. Ici, elle est comptée dans les deux foyers.
contre. La C3E, par exemple, est comptée dans les 2 foyers. Donc le père, je ne sais pas si c'est ce à quoi vous faisiez référence. Sur le plan fiscal ? Non, sur le plan social. C'est le plan social. Alors les bases ressources du RSA. Alors le RSA, encore une fois, pour le parent non gardien, ça compte pas parce qu'il ne paye pas de pension, mais il pourrait être éligible à la prime d'activité, par exemple. Et donc lui, il va compter, il va conserver dans son revenu la pension qu'il verse à sa conjointe et à son ex-conjointe. Son ex-conjointe va devoir l'intégrer dans sa base ressources. Donc c'est compté 2 fois, en fait. D'un point de vue global, on compte 2 fois cette pension. Il y a une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée qui prévoit de ne plus intégrer la C3E dans le revenu fiscal des mères. Je veux savoir ce que vous en pensez. Et ma deuxième question, c'est sur la déconjugalisation de l'ASF. Quel est votre point de vue ou le point de vue du HCFEA, quoi ? Alors, sur la première question, la proposition du Conseil de la famille, une des propositions du Conseil de la famille était de sortir en fait la pension alimentaire du système fiscal et de partager dans ces cas-là, c'est-à-dire si monsieur la garde dans son revenu, c'est-à-dire ne la déduit pas de son revenu, je dis monsieur pour le parent gardien, et madame ne l'intègre pas, si madame ne l'intègre plus, monsieur va la garder dans son revenu, et dans ces cas-là il faut qu'il y ait un partage des parts. Voilà. Alors c'était la proposition du Conseil de la famille. Ça veut dire aussi qu'il faut probablement, donc ce que disait le Conseil de la famille, c'était aussi revenir sur un partage des prestations sociales et familiales. Ça, ce serait dans un monde idéal où on saurait exactement qui contribue à quoi en termes de temps, parce que vraiment, j'attire votre attention qu'il n'y a pas que des dépenses physiques, mais il y a aussi le temps qu'on consacre. Pourquoi pas ? Ça permet aussi au père non gardien ou au père qui a une partie de la garde de s'investir davantage et d'avoir davantage de... Mais il faut être sûr que ce soit fait. Or, les travaux de sociologie montrent que même en cas de garde alternée ou partagée, il n'y a pas nécessairement un partage parfaitement égal du temps et de l'investissement en temps. Donc, si le système... Et là, je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dissonance entre ce que peut faire le système socio-fiscal en matière de partage des transferts publics pour les parents séparés et ce qui va se passer dans la réalité en matière de partage effectif des tâches et des coûts. On le sait, c'est déjà vrai dans les couples, le partage des tâches est inégalitaire. Donc dans les couples séparés, il est très probable que ça le reste. Mais aller vers quelque chose qui serait, dans un monde idéal, les parents se séparent, ils partagent les tâches, on partage à la fois la charge fiscale et les prestations sociales qui sont associées aux enfants, bien sûr, c'est ce vers quoi on pourrait aller. Mais aujourd'hui, voilà, ça c'était la solution du conseil de la famille, qui avait une solution plan B, disons, qui était, comme je vous le disais, qui est la solution un peu, j'allais dire, plus facile à mettre en œuvre, qui est de déduire l'ASF à la hauteur de l'ASF dans la C3E, ce qui est pris en compte. Alors ça, c'est une solution, y compris du côté de la mère, lorsqu'elle déclare son revenu imposable, on peut très bien faire un abattement plus important de ce qu'elle doit intégrer dans ses revenus. Voilà. Après, moi, il me semble quand même qu'un point à garder en tête, c'est que l'urgence, c'est vraiment les familles monoparentales précaires, même si le sujet n'est pas seulement celui-là, il y a aussi des parents séparés qui ne sont pas précaires, et je ne dis pas que c'est pas important, mais je dis au regard de mon propos introductif sur la question des taux de pauvreté ou ce dont on vient d'évoquer sur les bases ressources et l'accès aux prestations sociales, là il y a quand même une urgence à réfléchir à ces dispositifs. Sur la déconjugalisation de l'ASF, c'est évidemment un point important parce que effectivement, lorsque la mère isolée se remet en couple, elle perd le droit à l'ASF. Alors par contre, le parent non gardien, s'il paye une C3E, doit continuer à la payer. Ça, on est bien d'accord. Hein. Mais néanmoins, on considère que son nouveau conjoint participe en partie à l'éducation des enfants. Alors, déconjugaliser complètement coûterait très cher, même si c'est pas facile d'évaluer le coût. On pourrait à minima la maintenir pendant une période, c'est ce que proposait le Conseil de la famille, la maintenir pendant 1 an après la remise en couple pour éviter la perte immédiate de cette prestation. Là, on touche du doigt quelque chose qui est très compliqué. Je prends juste un tout petit peu de hauteur par rapport au sujet. C'est comment notre système socio-fiscal peut prendre en compte les solidarités, comment les solidarités publiques peuvent s'articuler avec des solidarités privées qui sont aujourd'hui
aujourd'hui multiforme, complexe. C'est vrai, quand on se remet en couple, on a un logement, on retombe sur cette histoire d'économie d'échelle, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que le nouveau conjoint prenne en charge le coût des enfants de son... Parfois, il en a lui-même. Voilà, parfois, il en a lui-même. Donc, voilà. Mais je veux juste dire qu'il y a quand même cette question-là, elle s'inscrit là-dedans. Quelle place des solidarités privées dans leur recomposition, dans ces dynamiques que j'ai décrites très grossièrement au début de mon propos, c'est-à-dire, voilà, les gens se mettent en couple, se séparent, refont famille, ont des enfants à nouveau, etc. Comment prendre en compte ces nouvelles formes de solidarité privée qu'on ne peut pas complètement balayer d'un revers de la main, et conserver des solidarités publiques qui permettent aux enfants d'être élevés dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'est un défi, et je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse à cette question complexe, mais on peut trouver des solutions. Et encore une fois, le Conseil de la famille l'avait suggéré, l'avait proposé, au moins de conserver l'ASF, le droit à l'ASF pendant une certaine durée après la remise en couple, pour éviter cette perte de ressources. Juste, je peux, Madame la Présidente? Merci. Sur sur l'ASF, la suspension de l'ASF quand la mère souvent s'en remet en couple. En fait, nous, les dossiers qu'on voit, quand les gens nous appellent en dernière cour, c'est plutôt des dossiers dans lesquels la Caisse de l'allocation familiale demande la restitution d'une ASF perçue alors que la personne était remise en couple. Et les sommes peuvent être parfois très élevées. Moi, j'ai un dossier où là, ça se joue à 5 000 euros. 5 000 euros, c'est beaucoup d'argent pour une mère monoparentale. Et donc, dans la proposition de laisser un délai, en fait, ça n'aboutirait qu'à une chose, c'est réduire d'un an le montant de la répétition de la restitution de l'indu. Donc, je suis un peu perplexe. Moi, j'ai quand même tendance à penser que cette histoire de conjugalisation de l'ASF repose sur un postulat, c'est que le nouveau conjoint va contribuer à l'éducation des enfants. Et le raison par l'absurde, et vous l'avez évoqué, c'est dans ce cas-là, il faut supprimer la TSC 3 heures. Puisqu'il y a un nouveau conjoint, il faut la baisser, etc. Or, ça ne marche pas comme ça. Donc, je lâche plutôt pas sur la question de la déconjugalisation de l'ASF. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et vous avez raison de dire que la question des familles monoparentales, c'est d'abord celle des familles précaires. Mais il se trouve que si aujourd'hui on parle beaucoup plus des familles monoparentales, c'est parce qu'il y a des militants, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont organisées, qui font entendre la voix des familles monoparentales et qui imposent le sujet dans le débat public. Or, celles-ci ne sont pas les plus précaires. Comme d'habitude, ce n'est pas les plus précaires qui s'organisent le plus. Et donc, elles élaborent... elles travaillent ensemble, mais les moteurs sont souvent des femmes qui sont un peu au-dessus de la précarité. Et il faut aussi prendre en compte ces réseaux militants et ce que des propositions apportent à ces femmes qui militent. Voyez-vous, on ne peut pas uniquement traiter la question de la monoparentalité sous le biais de la pauvreté. De la grande précarité, les autres aussi. Sans compter qu'il y a un troisième sujet dont on ne parle pas, mais alors là c'est pareil, je ne sais pas comment l'aborder, c'est que j'ai l'absolue conviction que dans les milieux plus favorisés, quand les femmes travaillent, elles ne demandent même pas de pension alimentaire. Selon une règle, selon un principe assez simple, du moment qu'ils s'en occupent, je ne vais pas rentrer en conflit sur la pension alimentaire, surtout quand les gens n'étaient pas mariés et qu'ils n'ont pas besoin de passer devant le juge. Voilà. Et il y a là, chez les femmes qui gagnent leur vie correctement, il y a là quelque chose d'assez lourd qu'il faudra peut-être quand même dire, à défaut de savoir comment on le traite. Ça, je ne sais pas, c'est de la liberté individuelle et contractuelle. Voilà. Non, mais bien sûr. Mon point n'était pas de dire que... C'est pour ça, je pense qu'il y a une question générale qui est la répartition des charges et des ressources au moment de la séparation et qui touche toutes les catégories sociales. Et il n'y a pas de raison de dire que une femme cadre n'a pas elle a les mêmes droits, elle a tout autant le droit de réclamer et son conjoint doit participer à l'entretien, à l'éducation des enfants. Alors, quand même, ce qu'on sait... Alors, ce que je voulais juste dire d'abord, c'est que la raison pour laquelle je me suis plus focalisée là-dessus, c'est parce qu'on parle quand même de prestations sociales.
que c'est quand même, du coup, pour le coup, ils sont quand même là beaucoup plus pour soutenir les ménages les plus précaires, ce qui n'épuise pas l'entièreté du sujet. Mais il y a d'abord quelques dispositions qui ont été prises, je pense notamment aux questions de fraude fiscale, qui récemment ont été tranchées pour les ex-conjoints qui se trouvaient pouvoir être toujours solidaires de dettes fiscales. Ah oui, voilà. Bon, voilà. Ok. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Ces questions-là sont aussi importantes. Mais là, comme on était plutôt sur quelque chose relatif au, voilà. Mais je suis d'accord. Je voulais juste dire aussi que l'urgence, c'était aussi de soutenir ces ménages et ces enfants. Un point sur la conjugalisation. Il y a quand même des questions de coûts qu'on ne peut pas évacuer d'un revers de la main. Donc on peut se dire, dans un monde idéal, il serait évidemment très souhaitable d'avoir une ASF déconjugalisée. Après, les ressources ne sont pas infinies. Il faut savoir où est-ce qu'on veut les placer. Donc se dire qu'on garde un délai, évidemment, ça n'empêchera pas des situations telles que celles que vous décrivez, mais on garde un délai de maintien de l'ASF et on met cet effort en matière de ressources sur des points qui peuvent nous sembler plus importants. Bon, je pense par exemple le recouvrement de l'ASF complémentaire est un point vraiment important à comprendre. Pourquoi ces familles ne demandent pas ce complément de pension alimentaire, cette histoire aussi d'incohérence du système socio-fiscal qui fait perdre des droits en allocation logement, en prime d'activité, en RSA, c'est des éléments qui vont avoir un coût pour les finances publiques, forcément, parce que ça veut dire qu'on va devoir payer, et c'est bien normal, ces prestations à hauteur de ce qu'elles doivent être. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu voir où est-ce qu'on veut placer nos ressources, et ça me semble être des arbitrages à faire. J'ai justement une question sur le sujet parce que je comprends effectivement le principe de l'ASF, c'est pour venir compléter une pension alimentaire insuffisante pour la prise en charge de l'enfant, et du coup on peut comprendre que puisque c'est pour compléter une pension alimentaire, que si la pension alimentaire était au même niveau, elle resterait au même niveau même si la femme se remet en couple, donc il ne serait pas illogique qu'elle reste également au même niveau dans le cadre de l'ASF. Par contre, comment est calculée l'ASF, et est-ce que les conditions à la fois de ressources mais de vie de la personne qui la perçoit sont prises en compte? Parce que ça pourrait être simplement un recalcul en disant dorénavant, au lieu de payer 100% d'un loyer, vous n'en payez plus que 50%, et donc on recalcule l'ASF par rapport à ça, puisqu'effectivement c'est une solidarité nationale qui vient compléter une défaillance de l'un des deux parents, mais qu'on puisse la calculer au plus juste, c'est-à-dire à la fois en réfléchissant aux finances qu'on doit sortir, mais en même temps à la justesse de l'accompagnement qu'on est censé fournir. Je ne suis pas sûre d'avoir compris votre question. Le principe, c'est est-ce qu'on prend en compte les vrais coûts que la femme majoritairement est censée porter, donc y compris le coût du logement pour le calcul de la SF complémentaire. Monsieur ne donne que 100 € de pension alimentaire, on sait que c'est insuffisant, d'autant que madame doit payer un loyer important, par exemple. Ou est-ce que c'est pas du tout calculé par rapport aux ressources? Non, l'ASF, elle est à 187,24 €. Point. Donc si monsieur paye 100 €, madame reçoit 87,24 € de complémentaire. Non. D'accord. Non. Oui, parce qu'en fait, ah oui, pardon. Effectivement, si on la mettait sous condition de ressources d'une façon ou d'une autre, on se dirait, le fait de se remettre en couple, ça permet ou pas, d'ailleurs, de se dire que le loyer étant moins cher, les conditions sont plus les mêmes et donc on recalcule l'ASF. C'était plus dans ce sens-là, puisque au lieu d'être du tout ou rien, quoi. Le principe n'est pas de tenir compte de la situation spécifique du parent gardien. C'est un minimum de pension, comme un minimum comme le RSA, mais sauf que c'est pour les pensions. Donc on considère un enfant ne peut pas vivre avec moins de 187 € par mois. Et d'où l'enjeu du non-recours. Parce que ça veut dire qu'il y a des familles qui disposent de moins de pension et qui ne demandent pas ce complément.
Alors, ma deuxième question, c'est sur le calcul des pensions alimentaires. Vous nous avez dit qu'il y avait des études qui étaient faites sur le sujet. C'est aussi de Muriel Pucci et de M. Fragonard, non? C'est de qui? Non, là, il y a notamment un ouvrage collectif, parce qu'il y a une grosse recherche de sociologues, Émilie Bilan-Curigné, Hélène Steinmetz, Sybille Golac, et je crois qu'il y a un ouvrage collectif qui est dirigé par Sybille Golac. Elles ont utilisé 10 ans de jugement du juge aux affaires familiales. Donc elles ont une base, donc elles ont pu faire des statistiques et puis aussi une analyse évidemment sociologique des différents cas pour mieux comprendre la façon dont les juges fixent la pension. Donc je ne veux pas parler pour elles, moi j'ai vu leurs travaux, mais c'est extrêmement riche de ce point de vue-là. Donc là, on se situerait non plus du côté du système socio-fiscal, mais du côté de l'institution judiciaire, la façon dont c'est fixé. Moi, ce que je comprends de leurs travaux, c'est que d'abord, il y a une prise en compte très importante. Il y a une prise en compte de la capacité du parent non gardien à payer la CE, mais assez peu de prise en compte de certainement en se disant il y a l'ASF de toute façon in fine. Donc vous voyez, et ça, je pense qu'en regardant leurs travaux, vous pourrez avoir une vision plus claire des enjeux, notamment en matière d'inégalité femmes-hommes dans la fixation des pensions. Et puis elles ont fait un travail un peu territorial pour regarder ce qui se passait dans différentes zones. Donc c'est un travail très riche. Je pourrais vous donner la référence. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, puisque nous recevons le garde des Sceaux la semaine prochaine, nous pourrons lui poser une question utile sur le sujet. Oui. Y a-t-il d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, on est pile poil dans les temps. Merci beaucoup. J'espère vous avoir aidé dans vos travaux. C'est bien réussi. Les références exactes des travaux que j'ai mentionnés qui vous permettront d'aller un peu plus en profondeur, parce que j'ai peut-être été pas assez précise sur certains points. Donc, Non, mais merci beaucoup. En tout cas.